Bonsoir tout le monde. Alors, au préalable de la rencontre publique du conseil municipal, on a quelques assemblées de consultation ce soir. La première était prévue à 19h10. Désolée pour le petit délai d'attente. C'est les comités de démolition qui sont prévus à 19h10 et 19h20. Et on accueille Christophe Baron-Moras pour nous faire la présentation des assemblées et la présentation des projets de démolition. Alors, je te laisse la parole pour le premier projet. Oui, merci. Donc, la première demande de démolition aujourd'hui, le bâtiment au 228-230 rue Monseigneur-Tessier-Ouest. Peut-être un rappel, là, lors d'une dernière séance du conseil, il y avait une demande qui avait été présentée pour un lot vacant sur la rue Gamble-Ouest, qui était anciennement le bâtiment le 243. Le bâtiment avait fait l'objet d'un incendie et il y avait une demande là, qui avait été présentée pour la construction d'un bâtiment sur ce terrain-là. Aujourd'hui, là, dans le cadre du même projet, en fait, on va traiter de la démolition de deux bâtiments qui vont faire l'objet du même projet là, de construction de bâtiments commerciaux. Donc, la première demande concerne le 228-230 Monseigneur Tessier-Ouest. Sur le plan, là, on peut dire qu'il fait partie de la phase 2 là, qu'on a identifiée. On voit ici là, le bâtiment à quoi il ressemble aujourd'hui. Le bâtiment est vacant. Et le projet consiste tout simplement à la démolition complète du bâtiment et le terrain, là, une fois le bâtiment démoli, servira de stationnement et d'aménagement là, de bande de verdure pour le futur bâtiment là, qui sera construit sur la rue Gamba. On peut voir quelques photos là, ici du bâtiment. Donc, la démolition n'est pas réellement en raison là, on peut dire d'un mauvais état du bâtiment. Je ne dirais pas que le bâtiment est en excellent état, mais c'est sûr que le bâtiment a été construit en 1937, donc il y a un peu l'usure du temps, mais somme toute, là, on pourrait dire que l'état est passable ou même bon selon certains éléments. Je me répète un peu, le projet, donc, on voit un croquis là, qui a été fourni par le propriétaire, donc l'implantation projetée du bâtiment qu'on voit dans le haut de l'image, l'image de gauche. Et vers le bas, là, approximativement, le carré rouge représente l'endroit où le bâtiment de 228-230 était, ou bref, ce qui va devenir là, de son emplacement. Bande de verdure projetée, là, c'est sûr qu'il y en a juste une sur le croquis. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être la seule, mais juste pour illustrer que ce ne sera pas uniquement là, un stationnement pavé d'asphalte, tout simplement. On voit à droite là, le croquis qui avait déjà été présenté auparavant, là, bâtiment commercial de 4 étages, là, grosso modo, qui serait construit. Et les critères d'évaluation pour accepter la demande de démolition, bon, il y a quelques critères qu'on doit respecter selon la loi. Premièrement, évaluer la valeur patrimoniale de l'immeuble. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le bâtiment n'a pas nécessairement une valeur patrimoniale officielle, mais le ministère de la Culture et des Communications a imposé aux villes, on peut dire une sorte de moratoire sur tous les bâtiments construits avant 1940 pour valider le potentiel de valeur patrimoniale. Et ce bâtiment étant construit en 1937, il était assujetti au règlement de démolition. Mais outre son année de construction, là, il n'y avait pas nécessairement de valeur patrimoniale intrinsèque au bâtiment. Ensuite, l'état de l'immeuble, je l'ai dit un peu, pas nécessairement en mauvais état, passable pour quelques endroits, donc entre passable et bon. Mais c'est pas la raison pour laquelle on le démolit, c'est vraiment pour la reconstruction d'un bâtiment commercial. Donc, c'est sûr qu'il y a une perte de 2 logements. On dit pour aménager seulement un stationnement. En même temps, le terrain voisin, c'était déjà un stationnement. Donc, il y aurait l'ajout peut-être d'une dizaine de cases tout au plus, là, en plus des bandes de verdure. Coût de conservation, donc non applicable, ce n'est pas la raison de la démolition. Réutilisation projetée du sol, donc aménagement d'un stationnement et bandes de verdure. Compatibilité de l'utilisation projetée du terrain avec les usages adjacents, il n'y aura pas nécessairement d'impact là, sur le... C'est sûr que c'est une rue un peu plus résidentielle versus la rue Gamble qui est plus commerciale, mais comme il y avait déjà un stationnement là, qui sera simplement agrandi, là, on ne croit pas qu'il y a un problème de compatibilité au niveau des usages. Enfin, conditions de relogement des locataires, il y a des avis d'expulsion qui ont été remis aux locataires le 1er février 2024. Mais donc la ville, là, cette condition-là, en fait, est remplie aux yeux de la ville là, pour la relocalisation des locataires. Et dernier critère, en fait, là, que le conseil municipal peut prendre là, au niveau de l'analyse, c'est l'avis du conseil local du patrimoine.
À Rouyn-Noranda, toutefois, c'est le comité consultatif d'urbanisme qui joue les deux rôles et le comité a émis un avis favorable. Le dernier critère, on va dire, qui n'est pas à l'interne de la ville, est des questions là, ou des commentaires du public. Il y a un avis qui a été affiché sur le terrain visé le 17 juillet dernier et la ville n'a reçu aucune question, aucun commentaire par rapport à cette demande. Ce qui veut dire que le comité serait prêt à prendre sa décision. Merci. Donc, on serait prêt à procéder à l'approbation. Ça me prendrait, s'il n'y a pas de commentaires, proposeurs, appuyeurs pour appuyer la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. J'en fais la proposition. Sylvie Turgeon. Et je l'appuie. Louis Dallaire. Merci beaucoup. On est à 1 minute. On attend un petit peu. Oui, j'ai-tu le temps? On va juste attendre une petite minute. La deuxième assemblée est privée à 19h20, donc pour permettre aux gens qui souhaiteraient se présenter. parlais de, quand on a commencé, mais tu sais, de beaux stationnements, de verdure. Je sais pas si vous avez vu celui-là, Saint-Jovite, du nouveau Canadian Tire. Mais je vais à Montréal bientôt. Hein? Tu regarderas Bon Saint-Jovite, exemple, il y a un c'est nouveau un Canadian mauvais Tire. exemple. Puis, écoute, il y a plein d'arbres, là, ils ont fait des rangées d'arbres et des stationnements. Où ça? Saint-Jovite, J'ai Canadian pas Tire. remarqué ça, je pensais. Hein? Sur la route. Oui, oui. Plusieurs heures. Ah, écoute, C'est sur le bord de l'autoroute. Ah, il est 19h20, fait qu'on va pouvoir faire la deuxième assemblée de consultation, qui était, quant à elle, pour le terrain sur l'avenue Fortin, donc voisin du terrain De la première demande. qu'on vient de voir. Donc, je vous laisse la parole pour la présentation Oui. du dossier. Cette demande va être grandement similaire à celle que je viens de faire, la présentation, à tout le moins. Donc, bon, je vais passer rapidement sur les résumés des derniers événements. Projet commercial présenté en phase 1 là, sur le long de l'avenue Gamble et démolition d'un bâtiment résidentiel en phase 2. Donc, cette fois-ci, on parle du 143-145 avenue Fortin. C'est un bâtiment de 2 logements qui est vacant également lui aussi. Le projet démolition complète du bâtiment et aménagement d'une aire de stationnement avec bande de verdure. État des lieux avant travaux. Donc, encore une fois, là, c'est sûr que ce bâtiment-ci avait fait l'objet là, de certains je veux dire, travaux ou du moins là, il y a eu certaines pas barricades, mais il était placardé à certains endroits. Le bâtiment est vacant depuis une plus grande période là, que le bâtiment sur la rue Monseigneur-Tessier-Ouest. Mais tout de même, là, il n'y avait pas de déficience majeure notée sur le bâtiment. Là. Donc, la raison, c'est pas l'état du bâtiment, c'est vraiment la construction du bâtiment commercial. Réutilisation projetée du sol, c'est exactement la même diapositive que pour la présentation précédente, à l'excepter qu'on a encadré l'emplacement là, précédent là, du bâtiment. Donc, bande de verdure, encore une fois, je me répète, mais pour les fins de cette présentation-ci est autonome par rapport à l'autre, même si c'est le même projet. Bande de verdure qui serait aménagée sur le terrain, ce ne sera pas nécessairement à cet endroit-là. C'est tout simplement pour illustrer qu'il y en aurait également. Et le projet, donc, serait le stationnement pour le bâtiment commercial de 4 étages sur l'avenue Gamble. Les critères d'évaluation que le comité doit regarder pour rendre sa décision, encore une fois, très similaire. Le bâtiment ayant été construit en 1937, il fait partie des mesures transitoires là, où la Ville doit intégrer d'office le bâtiment à un règlement de démolition. Cependant, il n'y a aucune valeur patrimoniale notable pour ce bâtiment-là, outre que son année de construction. L'état du bâtiment il était entrepassable et bon. C'est sûr qu'il y a de l'âge, mais qui était quand même, somme toute, en bon état. Détérioration de la qualité de vie du voisinage. Encore une fois, on perd 2 logements, mais c'est pour le projet va permettre la construction du bâtiment commercial sur le terrain voisin. Coût de conservation ou de restauration de l'immeuble non applicable. La démolition n'est pas en lien avec un mauvais état du bâtiment. Réutilisation projetée du sol, donc aménagement d'une aire de stationnement qui servira pour le bâtiment commercial sur le terrain voisin.
Compatibilité de l'utilisation projetée du terrain avec les usages adjacents. Le terrain sur une rue qui est majoritairement résidentielle, mais sur le coin de la rue, en fait, ça devient commercial. Donc, c'est sûr que ça il n'y a pas vraiment de conflit d'usage, là, étant donné que le stationnement était déjà existant sur un terrain voisin. On ajoute, encore une fois, 5-10 cases là, à cet endroit-là. On ne pense pas qu'il y ait un conflit d'usage pour l'usage qui est projeté. Conditions de relogement des locataires, il y a un avis d'expulsion qui a été remis le 1er février 2024, ce qui remplit la condition là, au niveau de la ville. Et le Conseil local du patrimoine a émis un avis favorable pour la demande. Il y a également un avis qui a été affiché sur l'immeuble, donc sur le terrain là, qui était visé par la démolition, le 17 juillet dernier. Les citoyens avaient 10 jours pour émettre des commentaires là, à la ville, par courrier, par courriel ou en personne. On n'a reçu aucun commentaire, ce qui fait en sorte que le comité peut rendre sa décision. Merci beaucoup, Christophe. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, commentaires, on pourrait aussi procéder à l'approbation de ce projet de démolition. Ça prendrait un proposeur appuyeur. J'en fais la proposition. Stéphane Girard. Et je l'appuie, Sylvie Surgeon. Merci beaucoup. Alors, ça met fin à la deuxième assemblée pour le comité de démolition. On a, suivant ces deux assemblées-là, une assemblée à 19h25. Alors, on se laisse quelques petites secondes pour débuter la prochaine assemblée de consultation. Ah, 19h25. C'est vraiment des petites secondes. Alors, l'assemblée de consultation qui débute est pour modifier le règlement relatif à la démolition d'immeubles, donc le règlement 2023-12-13. C'est pour exempter les bâtiments sinistrés non patrimoniaux de ce règlement sur la démolition. Alors, je vous laisse faire la présentation encore une fois. Monsieur Barron-Moras. Je pense que ma présentation ne sera pas plus compliquée que la présentation qu'on vient de faire. Oui, bon. Règlement 2023-12-37, donc le règlement de démolition de la ville de Rouyn-Noranda a été adopté il y a environ un an et demi. La première mouture du règlement visait plusieurs catégories de bâtiments. Premièrement, les bâtiments construits avant 1940. J'en ai parlé lors des consultations précédentes. Tous les bâtiments construits avant 1940 sont d'office inclus au règlement. Ensuite, il y a d'autres catégories de bâtiments, par exemple des bâtiments religieux, des bâtiments qui pourraient revêtir une valeur patrimoniale. Et la plupart là, des bâtiments du centre-ville, là, donc on s'imagine à peu près le territoire de la SDC, l'avenue Gamble, peut-être une extension un peu de l'avenue La-Rivière au centre-ville. Donc, ces bâtiments-là étaient également assujettis au règlement de démolition pour un peu s'assurer qu'il n'y ait pas en fait, pour s'assurer d'une continuité dans la trame bâtie, là, pour pas avoir un bâtiment, un vide, un stationnement, un autre bâtiment. Donc, ces bâtiments-là n'étaient pas nécessairement avec une valeur patrimoniale importante, mais c'était pour d'autres raisons qui étaient inclus. Les bâtiments patrimoniaux, de par la loi, doivent tous passer par le même processus de démolition, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un avis public, que peu importe l'impact de la démolition, ils doivent être assujettis, peu importe si la cause, exemple, un sinistre. Donc, les bâtiments patrimoniaux là, devaient tous respecter ce processus-là, mais les bâtiments qui sont au règlement de démolition pour d'autres raisons, par exemple parce qu'ils étaient dans le territoire du centre-ville qui était visé, n'ont pas à suivre le même processus. Et donc, la modification vise simplement à exclure les bâtiments non patrimoniaux du règlement de démolition s'ils sont démolis à la suite d'un sinistre. On peut penser que si le bâtiment a perdu plus de 50% de sa valeur, irrécupérable, et donc on ne sera pas obligé de faire un avis public, de demander un avis au ministère de la Culture, etc. Donc, les bâtiments sinistrés qui ont perdu plus de 50% de leur valeur, qui étaient visés, eh bien là, sont exclus du règlement de démolition. Donc ça, c'est la principale modification qui est amenée là, par la modification au règlement. La deuxième, elle est plutôt d'ordre administratif, là, c'est que c'était pas explicitement écrit qu'un bâtiment non patrimonial n'était pas obligé de faire l'objet d'un avis dans le journal. C'était tout simplement écrit l'inverse. Ben, pas l'inverse, c'était écrit qu'un bâtiment patrimonial devait faire l'objet d'un avis dans le journal. C'était pas écrit qu'un bâtiment non patrimonial ne devait pas l'être. Alors là, on a précisé tout simplement en ajoutant une phrase. Donc,
Dans le cas d'une demande d'autorisation qui n'est pas relative à un immeuble patrimonial, le dit avis public, donc un avis public dans le journal, n'est pas requis. On est en ce moment à l'Assemblée publique de consultation et le règlement pourrait être adopté dès aujourd'hui pour une entrée en vigueur le 20 septembre 2024. Il y avait une période là, de consultation suite à la publication de ce règlement-là dans le journal et sur le site web. Et il n'y a aucun commentaire qui a été reçu là, par la Ville. Puis, est-ce que je constate qu'il n'y a personne dans la salle non plus pour se prononcer là-dessus? Donc, on pourrait à ce moment-là mettre le point à l'ordre du jour en séance publique de la séance régulière. J'ai pas besoin de proposer un Pierre? Non. Donc, le point va être transféré en séance publique et on a encore des assemblées de consultation dans 1 minute. Donc, on va vous laisser en suspens encore une petite minute en attendant la prochaine assemblée de consultation. Moment pour débuter l'Assemblée de consultation publique pour modifier le règlement de zonage 2015-844 pour permettre les lieux de retour pour la consigne élargie. Donc, c'est une demande qui nous provenait d'un organisme public provincial. Alors, je vous laisse faire la présentation de la modification de règlement. Oui. Donc, la modification touche le règlement de zonage. Il y a plusieurs éléments qui sont modifiés, mais grosso modo, tout tourne autour là, des usages qui seraient autorisés à certains endroits. Donc, peut-être mise en contexte, là, depuis, je dirais, l'automne 2023, peut-être même l'été 2023, il y a certains organismes là, qui ont lancé, pour ne pas le nommer, là, l'Association québécoise Recycle Québec, des organismes comme ça qui se sont un peu fusionnés là, pour élargir là, la consigne de certains produits. On parle notamment de bouteilles de plastique, canettes d'aluminium, etc. Et dans le fond, les municipalités, on est invité à titre de partenaire à favoriser en fait là, l'élargissement de la consigne pour faciliter la collecte, mais aussi d'encourager là, les citoyens à adopter des bons comportements. La modification du règlement vise surtout à faciliter les lieux de collecte. Donc, il y a 3 types de lieux de collecte qui ont été catégorisés là, par les organismes là, pour faciliter la collecte. Recycle Québec, entre autres. Point de retour en vrac et centre de retour. Mon objectif, c'est pas nécessairement de vous faire comprendre la différence entre les 3. Tout simplement dire que point de retour et point de retour en vrac sont très similaires, s'adressent à la population en général. Les centres de retour sont plus pour des commerces ou des industries, par exemple en restauration, là, qui auraient un gros volume là, de contenants consignés. Et dans le fond, la modification fait tout simplement suite à des propositions de Recycle Québec là, concernant l'implantation de ces sites-là. Les modifications sont presque prises telles quelles là, dans un guide là, qui nous a été fourni. Donc, premier élément de modification concernant la classification des usages de centre de retour, point de retour et point de retour en vrac. Donc, notre règlement va être modifié pour intégrer ces usages-là dans une classe d'usage qu'on appelle commerce de vente au détail, l'acronyme C1. Par exemple, un dépanneur, une épicerie font partie de la classe C1 et selon nous, c'était le type de clientèle qui était monsieur, madame, tout le monde. Ça, c'est les usages d'épicerie attirent un peu des gens en ce moment. En fait, là, il y a plusieurs épiceries qui sont des points de retour. Donc, pour nous, ça paraissait logique de classer ces points de retour-là avec dépanneur, épicerie et des choses comme ça.
Ces zones-là où est-ce que les usages de la classe C1 vont être autorisés, on pense à des centres-villes, on pense à des artères commerciales un peu plus de proximité là, au niveau d'un quartier ou des noyaux villageois. Donc, s'il y a un point de retour qui est demandé, ben nous, à la ville, on va les rediriger, là, les inviter à se rediriger dans un de ces endroits-là. Pour les centres de retour qui sont un peu plus axés là, pour les clientèles restauration, hôtellerie ou des plus gros consommateurs là, de ces produits-là, on a pensé de les classer dans un groupe là, qui s'appelle commerce à impact majeur. Ces zones-là où la classe C3 est autorisée, on parle commerce artériel, souvent des sorties de ville, des zones périphériques à des zones industrielles. Et bon, à Rwanda, il y a même certaines de nos zones industrielles qui autorisent d'emblée les usages commerce à impact majeur. On pense des fois à soit des centres de récupération, des usages parents industriels, des entrepreneurs en construction. Donc, souvent, ça prend des terrains un peu plus grands, des bâtiments un peu plus grands, des fois des nuisances sonores, beaucoup de camionnage. Donc, on trouvait que ces usages-là s'apparentaient plus à nos commerces à impact majeur. Alors, même chose, si on se fait approcher pour un point de retour de plus grande importance, bien, on va rediriger là, les demandeurs vers ces endroits-là où la classe C3 est autorisée. On a également dû modifier certaines normes là, au niveau des bâtiments accessoires parce qu'il n'y a pas les centres là, pour le retour de la consigne ne seront pas nécessairement dans un nouveau bâtiment construit qui servira exclusivement là, à la collecte des produits consignés. Il se pourrait très bien qu'une épicerie, par exemple, installe un bâtiment accessoire pour faire la collecte de ces contenants-là et un peu dans un esprit de faciliter là, le déploiement de la collecte de la consigne élargie. On a adopté un allègement spécifique pour un bâtiment accessoire pour le système de consigne. Donc, il y a un nouvel article dans le règlement de zonage qui est créé, qui dit tout simplement « Un bâtiment accessoire utilisé pour le système de consigne est autorisé à l'intérieur de toutes les cours ainsi qu'en marge latérale et arrière, sous réserve du respect d'une distance de 0,9 mètres. » Je pensais qu'on me parlait dans l'oreille, désolé. On disait également, un tel bâtiment n'est pas assujetti aux articles 130 et 131 du présent règlement. Les articles 130 et 131 touchent tout simplement le nombre de bâtiments accessoires et la superficie maximale de bâtiments accessoires qui peuvent être autorisés sur un terrain. Pourquoi on autorise ça? C'est que d'habitude, les bâtiments accessoires ne doivent pas être situés à l'avant du bâtiment principal. Mais si on pense à la plupart des épiceries qu'il y a sur notre territoire, des fois les stationnements sont situés à l'avant du bâtiment principal et donc ce serait l'endroit logique pour implanter ces commerces-là. Bâtiments qui sont de très petites dimensions d'habitude, là. Donc, dans un esprit de faciliter leur implantation, il y a cette exception ou allègement qui a été mis spécifiquement pour les bâtiments de retour de consigne. Le projet de règlement a été adopté là, il y a environ un mois, le 8 juillet. Aujourd'hui, 12 août, Assemblée publique. Le projet pourrait être adopté à la suite et pourrait être adopté là, à une séance subséquente pour une entrée en vigueur le 18 octobre 2024. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires sur le projet de modification au règlement? Alors, à ce moment-là, il serait transféré en séance publique plus tard ce soir. Merci, Christophe. On a une autre, il nous reste 3 assemblées de consultation. On a une autre qui débute à 19h40, alors on va suspendre un petit peu pour les 3 minutes là, qui suivent.
démuter. Oui. OK. Alors, on va pouvoir débuter la prochaine assemblée de consultation pour modifier le plan d'urbanisme 2015-843. Donc, il y a plusieurs modifications qui sont proposées. Alors, M. Baron-Morin, je vous laisse faire la présentation de ce projet aussi. Merci. Donc, trois sujets là, qui sont abordés dans cette modification du plan d'urbanisme. Peut-être là, un rappel ou un cours 101 d'urbanisme en 2 minutes. Un premier document qu'on doit suivre en tant que municipalité, c'est le schéma d'aménagement et de développement. Dans le cas, il y a un R pour réviser. C'est la deuxième génération de notre schéma. On a adopté 2 règlements afin de modifier le schéma là, au printemps dernier, donc le 28 mars et le 15 mai, qui apportaient plusieurs modifications. Et suite à la modification du schéma, on a 6 mois pour adopter des règlements pour modifier le plan d'urbanisme et le règlement de zonage. Donc la différence entre le schéma d'aménagement et de développement et le plan d'urbanisme, c'est au niveau on va dire, de l'échelle. Donc c'est sûr qu'à Rouyn-Noranda, on a les compétences d'une ville et d'une MRC, mais bref, le schéma, c'est qu'on se dote d'objectifs d'une planification là, au niveau de l'aménagement du territoire. Donc, quel endroit on veut développer en premier, par exemple, les zones industrielles, des zones de villégiature, etc. Quand on tombe dans le plan d'urbanisme, c'est encore une fois une planification, c'est encore une fois des objectifs, mais c'est un peu plus précis. On peut y aller avec une protection de différents quartiers, un aspect patrimonial, un aspect précis pour un lac. Mais ça reste encore une fois des objectifs, c'est pas des règles, c'est pas une norme, on voit pas de 0,5 mètres ou de choses comme ça. Donc la présentation que je vous fais pour le plan d'urbanisme, c'est un peu une orientation ou des grands objectifs que la ville se donne à certains endroits de son territoire. Donc une des premières modifications touche le secteur des collines Kekeko dans le cadre du projet là, de parc régional. La deuxième touche l'autorisation de logements intergénérationnels dans certains secteurs, là, notamment des secteurs ruraux, des secteurs agricoles et des secteurs riverains. Et la troisième vise à modifier le périmètre urbain dans le secteur de Montbrun. Je vais commencer avec, je dirais, la plus simple des 3 modifications, celle dans le secteur des collines Kekeko. Le but de cette modification-là, c'était tout simplement de faire concorder les limites du parc régional avec une affectation là, de conservation. Donc, le schéma d'aménagement a été modifié pour que tout le parc soit une zone de conservation et donc au plan d'urbanisme, qui est un peu plus précis, on adopte exactement les mêmes modifications. Auparavant, on voyait qu'il y avait à peu près un carré blanc là, dans l'image à gauche qui était une zone d'exploitation des ressources qui n'était pas là, exploitée. Donc, cette affectation est enlevée tout simplement pour être remplacée par une affectation de conservation, en fait, qui s'appelle récréo-conservation, secteur récréatif, pour l'appeler par son petit nom. Ensuite, il y a une petite différence aussi avec la limite du parc et, on va dire, l'emprise là, du boulevard Témiscamingue. Là, il y a donc, la limite qu'on voit en rose orangé, saumon, là, je sais pas selon mon impression ou ce qu'on voit à l'écran. Donc, tout ça concorde là, avec les limites du parc régional de Kekeko pour être un secteur de conservation, un secteur récréatif. On voit ici peut-être à une échelle un peu plus reculée les limites là, en rouge autour de l'affectation, en orange de conservation et un encadré là, qui montre les anciennes affectations qui seront modifiées pour être tout simplement en conservation. La deuxième modification en fait du plan d'urbanisme concerne encore une fois des affectations ou des grandes zones, si on peut dire, cette fois-ci à Montbrun. Ce qu'on voit en rouge, c'était à gauche, en fait, c'était les anciennes limites du périmètre urbain. Un périmètre urbain, c'est quelque chose que la ville doit définir de concert avec le ministère des Affaires municipales. Et c'est surtout les endroits où on veut prioriser un développement. Ça peut amener, par exemple, la création de nouvelles rues. En fait, je dirais que c'est la principale, là, le principal avantage à déterminer un secteur comme étant un secteur urbain. Ce qui arrivait à Montbrun, c'était qu'il y avait un territoire qui était exploité comme étant agricole dans le secteur sud, qui était en fait là affecté comme étant le périmètre urbain, mais il y aurait
du moins à notre avis, jamais de développement urbain fait à cet endroit-là. Et au contraire, un peu plus au nord-ouest là, du secteur qui avait un potentiel de développement. Donc, c'est vraiment superci, là, mètre carré pour mètre carré. Donc, on retire l'affectation urbaine du côté sud pour aller l'ajouter du côté nord-ouest là, du secteur de Montbrun. L'affectation qui est touchée là, également, bon, on en enlève du secteur rural côté sud pour aller... en fait, on en enlève côté nord-ouest pour aller rajouter côté sud du village ou du quartier, si vous préférez. La troisième modification concerne le logement intergénérationnel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était pas nécessairement interdit de faire un logement intergénérationnel. C'était, en fait, la façon que je veux le présenter, c'est que dans les périmètres urbains, généralement, on autorisait de faire 2 logements par bâtiment, des fois même plus. Et à l'extérieur des secteurs urbains, c'était majoritairement limité à un seul logement par bâtiment. On a fait une demande là, afin de modifier notre schéma pour intégrer un 2e logement dans les secteurs hors des périmètres urbains, donc les secteurs ruraux, les secteurs agricoles, les secteurs riverains. Et la demande a été acceptée sous condition que ce soit en fait, que le 2e logement soit le locataire là, ait un lien de parenté avec le propriétaire occupant. Donc, la modification consiste à autoriser un 2e logement dans les secteurs riverains, ruraux et agricoles, uniquement si c'est un logement intergénérationnel. Donc, première étape, on a défini ce qui était un logement intergénérationnel. Je vais vous la lire, je pense que c'est assez simple, mais donc on dit un logement additionnel à une résidence unifamiliale destiné à être occupé par des personnes ayant un lien de parenté ou d'alliance avec le propriétaire du logement principal. Je vais revenir là, dans la consultation suivante là, un peu plus en détail sur certains aspects, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la définition va se retrouver là, telle quelle dans le règlement de zonage. Plus en détail, là, dans chacune des affectations, il y a eu une modification pour préciser quels usages sont autorisés. La grille peut être lourde à comprendre, mais tout ce qu'on veut expliquer ici, c'est qu'on a ajouté une petite note où est-ce qu'on a mis une flèche en rouge là, pour indiquer que dans le secteur rural, le résidentiel est permis et on autorise un 2e logement uniquement si c'est un logement intergénérationnel. La même modification, là, on fait la même modification pour l'affectation agricole. Donc, on autorisait là, dans la première colonne du tableau l'usage résidentiel. On l'autorisait sous certaines conditions. Là, on voit qu'il y a des petites notes là, à suivre. Donc, on ajoute là, la note 6. Un logement intergénérationnel est autorisé par résidence unifamiliale principale. Enfin, 3e affectation qui est modifiée, l'affectation riveraine. Il y avait encore plus de conditions là, à l'établissement de résidentiel. Et donc, on ajoute la note 7. Un logement intergénérationnel est autorisé par résidence unifamiliale principale. Dernière modification du plan d'urbanisme, en fait, c'est les annexes qui sont modifiées. Là, donc, le périmètre urbain de Montbrun qui est modifié pour tenir compte là, de la modification au schéma d'aménagement, où on a agrandi à un endroit et diminué à un autre endroit là, les limites du périmètre urbain. Dernière annexe qui est modifiée, en fait, c'est l'annexe là, qui prend une image globale là, de Rwanda et des différentes affectations du territoire. Donc, on voit pas nécessairement sur cette image-là. Ça, c'est le produit final, en fait, là, qu'on voit. Donc, le secteur de Montbrun qui est modifié là, et le secteur des collines Kekeko qui est également modifié. Le plan d'urbanisme, étant donné que la modification fait suite à une modification du schéma, donc on est dans la période de 6 mois là, obligatoire, il n'y a pas nécessairement de recours possible là, pour les citoyens. Là, le recours était possible lors du schéma. La modification du plan d'urbanisme, en fait, fait uniquement objet on appelle ça un règlement de concordance. Là. Donc, l'objectif est uniquement de se conformer au schéma qui vient d'être modifié. Donc, il y a un avis de motion qui a été donné le 8 juillet. Aujourd'hui, 12 août, c'est l'Assemblée publique de consultation et le Conseil municipal pourrait adopter dès aujourd'hui le règlement pour une entrée en vigueur le 20 septembre. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle par rapport aux modifications qui viennent d'être présentées?
Roger Larivière, 154, 15e rue de Randa. Moi, je trouve ça, c'est bien, là, mais la seule question qui me trotte dans la tête, c'est beau, ça, mettons, un bâtiment intergénérationnel, mais aussitôt qu'il y a un décès, là, mettons, les vieux, là, les vieux comme nous autres qui disparaissent de la map, là, tu trouves avoir un bâtiment avec un loyer dedans, là, tu peux-tu relouer ça à quelqu'un d'autre ou ça reste pour spécifiquement intergénérationnel? Oui, pour ce qui est du bâtiment intergénérationnel, oui, ça prend un lien de parenté obligatoirement. Donc, les gens qui vont vouloir avoir recours à cette possibilité-là, ce projet-là, ben, ils vont devoir être conscients que lorsque le parent ou le grand-parent décède, ben, ça doit rester dans la famille, là. Donc, il y a vraiment le lien de parenté qui est libellé à ce moment-là. Ça serait mieux de les spécifier pour que ça soit clair avant que quelqu'un commence à faire de la construction. Oui, ben, je pense que ça va être très, très clair quand les gens vont venir justement au bureau des permis, là, que le lien de parenté doit être prévu, doit avoir des preuves de ça aussi, là. Ah ben, c'est bien beau. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires par rapport à ce qui vient d'être présenté? Peut-être juste spécifier que c'est en ruralité, en ville, On peut déjà? Ouais. Oui. C'était clair. Parfait. Alors, si ça va comme ça, le projet de règlement va être porté en séance publique pour une adoption finale un petit peu plus tard ce soir. Alors, on pourrait déjà procéder à la prochaine assemblée de consultation là, concernant les mêmes modifications, mais au niveau du schéma d'aménagement, si je ne me trompe pas, c'est ça? Du règlement de zonage. Du règlement de zonage, merci. Alors, je vous laisse procéder. On est déjà en temps voulu. Oui. On n'a plus d'écran, mais... Ça s'en vient. Parfait. Parfait. Bon. Donc, là, je vous présente grosso modo la même modification, mais au niveau du règlement de zonage. Donc, dans le règlement, c'est des normes qu'on vient préciser. C'est pas nécessairement des objectifs ou des orientations. Donc là, on va parler de mètres, de superficie, de distance, tantôt on parlait là, de liens de famille. Donc, c'est dans cette modification-là que je vais vous expliquer un peu plus les détails là, du logement intergénérationnel. Je ne passerai pas autant en détail là, le processus de modification du schéma, mais simplement mentionner, il y a eu deux règlements de modification du schéma d'aménagement et de développement révisé. Et on est dans la période là, de 6 mois suivant cette entrée en vigueur-là pour modifier nos règlements. Il y a 4 aspects qui sont modifiés, contrairement à 3 là, pour le plan d'urbanisme. En fait, on a encore le secteur des collines Kekeko, on a encore le logement intergénérationnel et le secteur du noyau villageois de Montbrun. Ici, on ajoute là, des distances séparatrices entre certains usages. Là, c'est des normes en fait qui n'étaient pas explicitées dans notre plan d'urbanisme, mais qui étaient quand même dans le schéma. Tout simplement là, parce que c'est comme je dis, c'est des normes, c'est fixe, c'est un règlement qu'on doit suivre. Là, c'est pas nécessairement dans une planification large là, qu'on intègre ces aspects-là. Donc, premier aspect, quand on parle de zonage, on parle de découper notre territoire en zones. Alors ici, on voit différentes limites de zones là, qui sont touchées par l'agrandissement, si on peut dire, du secteur de protection autour des collines Kekeko. Donc, la zone 94 ou 8014, qui correspondait grosso modo au secteur des collines Kekeko, va englober la zone 91-37 et une partie de la zone 90-87, qui étaient 2 zones où les usages étaient grosso modo de l'exploitation des ressources naturelles, mais étant donné que c'était dans les collines Kekeko, ben, il n'y avait pas d'exploitation forestière qui était faite là. Donc c'est un peu une correction là en vue du parc régional éventuel. Deuxième modification des zones à Montbrun. Donc, encore une fois, le secteur urbain de Montbrun a été modifié. Alors, les zones correspondantes, leurs limites ont également été modifiées. Donc, dans la partie nord-ouest, il y a la zone 40-26 qui est agrandie à l'intérieur de la zone 5004. Et l'inverse dans le sud du quartier. Donc, la zone 5004 qui est agrandie dans la zone 40-26. C'est exactement les mêmes délimitations qu'on vous a présentées là, dans le plan d'urbanisme il y a quelques minutes. Au niveau des grilles de zonage, donc pas nécessairement les limites des zones, mais vraiment les usages autorisés, ben en fait, on vient tout simplement supprimer la zone 91-37 qui a complètement été englobée par la zone 94.
Maintenant, la troisième modification dont je vais vous parler, c'est le logement intergénérationnel. Logement intergénérationnel, tantôt on a parlé, il faut qu'il y ait un lien là, entre le propriétaire occupant et le locataire. Donc, première modification qu'on fait, c'est la définition du terme logement principal. En fait, le terme existait déjà, soit qu'on est venu ajouter le fait qu'il y a un logement principal qui est associé à un logement intergénérationnel. Donc, pour se lire comme ça, un logement principal, dans le cas d'un bâtiment ou un aménagement logement additionnel ou intergénérationnel, il s'agit du logement ayant la plus grande superficie. La définition qui nous intéresse, en fait, c'est la définition qu'on donne de logement intergénérationnel. Donc, on dit que c'est un logement distinct, donc il y a vraiment en soi les caractéristiques d'un logement. Il y a sa propre sortie, il y a des installations pour l'hygiène, des installations de cuisine. Donc, logement distinct. Aménagé à même une résidence unifamiliale isolée, donc on veut dire que c'est dans le même bâtiment. Ça peut être une annexe, mais ça peut être aussi juste une partie du bâtiment existant qu'on convertit pour faire un autre logement. Destiné à être occupé par des personnes ayant un lien de parenté jusqu'au 3e degré. Donc, j'ai un schéma là, à la diapositive suivante pour qu'est-ce qu'on parle de degré et 3e degré. Donc, le lien de parenté avec le propriétaire occupant du logement principal. Donc, on peut pas, en tant que propriétaire, le louer à quelqu'un et un deuxième logement serait de parenté avec ce locataire-là. En fait, non, le propriétaire occupant doit habiter le bâtiment. Et le lien de parenté peut être par l'intermédiaire du conjoint de fait. Donc, il y a beaucoup d'aspects dans cette définition-là, j'en conviens, mais c'est la définition là, qui collait le plus. Là, on s'est aussi basé sur les définitions d'autres règlements de zonage ailleurs au Québec. Définition que j'ai essayé de reproduire ici. Donc, un schéma, là, qu'est-ce qu'un lien de parenté, qu'est-ce qu'un degré, un 3e degré, etc. Donc, je nommerai pas tous les exemples, là, mais on peut dire le propriétaire ou son conjoint. Bon, 1 degré, c'est son enfant, un frère ou une sœur et un parent. Et ensuite, on peut reproduire ce lien-là avec chaque personne. Donc, par exemple, mon enfant, ben un autre lien que j'aurais de 2e degré, ce serait un petit-enfant. Et donc, l'enfant de mon petit-enfant, 3e degré, un arrière-petit-enfant. On peut faire la même chose au niveau d'un frère. Donc, enfant d'un frère, un neveu, et l'enfant de ce neveu-là, un petit-neveu. On peut remonter l'arbre généalogique, là, parents, oncles, cousins, grand-oncles, grands-parents, arrière-grands-parents. Ben, j'ai peut-être oublié des liens. Là. L'idée ici, c'est vraiment pour illustrer. Là. Ça fait pas partie du règlement. C'est vraiment pour comprendre qu'est-ce qu'un degré et jusqu'où va le 3e degré. Donc, si un propriétaire veut louer à quelqu'un qui fait partie de ce schéma-là, il y aurait le droit, en fait. Et maintenant, c'est pas juste, c'est pas simple d'avoir le lien de parenté. En fait, il y a d'autres critères à répondre. Le logement intergénérationnel est uniquement autorisé à l'intérieur des zones 5000 à 5999, qui sont des zones rurales, et 7000 à 7999, qui sont des zones agricoles et des zones riveraines. Fait à noter, là, à l'intérieur des zones 1000 et des zones 1000 à 4999, la plupart des zones autorisent déjà d'avoir un deuxième logement. Donc, si quelqu'un veut avoir un logement intergénérationnel et qui habite en milieu urbain, il n'y aura pas à nous prouver qu'il y a un lien de parenté avec la personne. C'est plus l'inverse. Si quelqu'un veut un deuxième logement dans une zone rurale, il doit nous prouver qu'il y a un lien là, de parenté. Et ensuite, bon, en plus du lien de parenté, j'avais parlé des conditions, donc je vous les énumère ici. C'est sûr, le but pour vous, c'est pas de les retenir tout aujourd'hui, mais si vous faites une demande là, à l'équipe des permis, là, ils vont pouvoir regarder avec vous comment votre projet pourrait avoir lieu concrètement. Donc, première norme, seules les habitations unifamiliales isolées peuvent comporter un logement intergénérationnel. Donc, si par exemple, dans une zone où le deuxième logement est déjà autorisé, on pourrait pas avoir un troisième logement. Et des habitations, là, par exemple, semi-détachées en rural pourraient pas non plus. C'est des faits rares, là, mais c'est uniquement pour les habitations unifamiliales isolées. Deuxième, un seul logement intergénérationnel est autorisé par bâtiment. On pourrait pas faire 2 appartements là, pour des personnes de notre famille. C'est vraiment un logement principal plus un intergénérationnel. Troisième point, le logement principal doit être habité par le propriétaire occupant. Quatrième, le logement intergénérationnel doit être relié au logement principal par une porte ou une ouverture permettant la communication par l'intérieur.
5e point, le bâtiment abritant un logement intergénérationnel doit être desservi par un seul compteur électrique, un seul système d'alimentation en eau et un seul système d'évacuation des eaux usées. Les points 4 et 5 que je viens de mentionner, en fait, sont pour permettre plus facilement une reconversion du bâtiment en un seul logement si jamais il advenait là, que le logement intergénérationnel devenait vacant. Il faut que le logement ou le bâtiment là, soit convertissable facilement, si on peut dire. Point 6, superficie maximale du logement intergénérationnel est de 40% de la superficie habitable de plancher du bâtiment, en incluant le sous-sol dans le calcul. Points 7 et 8, là, qui sont un peu plus, là, comment dire, qui vont de soi, là, en fait, c'est qu'un usage de logement intergénérationnel est considéré comme un usage complémentaire et généralement, on autorise un seul usage complémentaire dans un bâtiment résidentiel. Eh bien, on ajoute là, qu'on pourrait avoir un autre usage complémentaire si on fait un logement intergénérationnel. Là. On parle par exemple d'une fermette. Quelqu'un pourrait avoir un logement intergénérationnel et une fermette là, sur sa propriété. Et le point 8, on parle du stationnement. On dit qu'aucune case de stationnement supplémentaire n'est requise pour l'aménagement du logement. C'est généralement pas un problème là, dans les zones rurales, mais au cas où on ne voulait pas bloquer un projet intergénérationnel pour une sorte de stationnement en secteur rural. Dernier point, en fait, là, c'est plus un rappel. Là, je crois que ce qu'on dit, c'est que le logement doit être intergénérationnel. Donc, si le logement devenait vacant ou si les occupants quittent, il y a 3 options. Première option, le logement doit demeurer vacant. Deuxième option, le logement doit être réintégré au logement principal là, par des travaux de modification du bâtiment. Ou, bien évidemment, le logement peut être reloué à quelqu'un là, de la famille. Autant de la famille du propriétaire là, que de son conjoint. Donc, j'ai fait le tour pour le logement intergénérationnel. La 4e modification là, qui est du règlement de zonage concerne les distances séparatrices. Les distances séparatrices, là, c'est des distances qu'on souhaite garder entre certains usages qui sont contraignants et d'autres usages un peu plus sensibles. Et on avait là un enjeu au niveau des distances entre les commerces et services et les aires d'accumulation de résidus miniers dans nos secteurs urbains. Donc, la distance minimale est passée de 150 mètres à 75 mètres, je veux dire pour une partie des commerces et services. En fait, pourquoi je dis ça, c'est que pour un usage sensible, la distance de 150 mètres demeure. Et là, ben, on est venu définir qu'est-ce qu'un usage sensible. Donc, on dit que c'est une activité reliée à l'éducation, l'enseignement, les services d'hébergement temporaire, ainsi que l'ensemble des activités reliées à la santé et aux services sociaux. Concrètement, ce qui arrive, c'est que la colonne entre commerce et services et aire d'accumulation de résidus miniers. Donc, on est venu ajouter une ligne en disant qu'à l'intérieur du périmètre urbain, la distance minimale pour un usage sensible est de 150 mètres. À l'intérieur d'un périmètre urbain pour un usage commerce et services qui n'est pas sensible est de 75 mètres. Et à l'extérieur du périmètre urbain, elle est de 300 mètres. Et dans le bas du tableau, on voit en tout petit la définition là, de qu'est-ce qu'un usage sensible. Le règlement de zonage que je vous présente en ce moment est suite à une modification du schéma. Donc, c'est un règlement qu'on dit de concordance et la consultation publique d'aujourd'hui n'inclut pas là, de possibilité de recours. Là. Il n'y a pas d'approbation référendaire requise pour l'adopter. Donc, le calendrier d'adoption, le 8 juillet dernier, il y a eu l'avis de motion. Aujourd'hui, 12 août, assemblée publique de consultation. Le règlement pourrait être adopté dès ce soir pour une entrée en vigueur le 20 septembre. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires par rapport à ce qui vient d'être présenté comme modification au règlement du zonage? Non. Alors, la proposition serait apportée en séance publique un petit peu plus tard ce soir. Merci. Christophe, alors il reste une petite assemblée de consultation avant la séance régulière concernant les règlements de lotissement. Alors, je vous laisse aller pour la dernière assemblée. Oui, qui devrait être plus courte là, que la dernière. Règlement de lotissement, en fait, il y a une petite précision qu'on vient apporter au niveau des opérations cadastrales pour des lots enclavés. Et une autorisation spéciale qu'on vient donner pour des lots qui sont séparés par une emprise de chemin de fer ou une piste cyclable.
Donc, première modification, là, c'est une précision, comme je disais. La règle de base, c'est qu'on ne peut pas créer un lot qui est enclavé, sauf exception. Et là, bon, on a une liste de quelques exceptions. Et ce qu'on vient de dire, c'est que si un lot est déjà enclavé, on peut faire une opération cadastrale à partir de ce lot-là pour agrandir un terrain adjacent, par exemple. C'est normal que le résiduel demeure enclavé. Donc, c'est simplement cette précision-là qu'on est venu faire. La deuxième modification, là, c'est un article, donc l'article 35.1 qu'on est venu créer, qui vient, bon, je vais le lire, là, vous me pardonnerez la lecture, mais grosso modo, c'est qu'on vient permettre de créer des terrains qui répondent pas nécessairement aux normes minimales de lotissement si elles visent simplement à unir un terrain qui, lui, a les bonnes normes de lotissement, mais qui est séparé de la route par un chemin de fer ou une piste cyclable. Donc, article 35.1, une opération cadastrale créant un ou plusieurs lots non conformes quant aux dimensions ou à la superficie peut être autorisée dans le cas où les lots résultant de cette opération soient uniquement séparés par l'emprise d'un chemin de fer ou d'une piste cyclable. De plus, cette opération cadastrale doit respecter les conditions suivantes. Donc, 1. Les lots doivent constituer la même propriété foncière. Ça ne pourrait pas être deux propriétaires qui possèdent chacun des lots visés. 2. Au moins un des lots doit être conforme au niveau de la superficie et des dimensions minimales prévues à la réglementation en vigueur. Ensuite, 3. Seul le lot conforme pourra être l'assiette d'une construction d'un bâtiment principal. Et 4. Le lot adjacent à la rue doit avoir une largeur conforme à la réglementation en vigueur. On est venu aussi préciser que pour l'application du paragraphe 2, donc des normes que je viens de vous donner, paragraphe 2 du précédent alinéa, pardon, dans le cas où le lot qui est constructible n'est pas adjacent à la rue, mais on va prendre la ligne avant, donc sa largeur, comme étant la ligne de lot qui est la plus près de l'emprise de rue. Donc, par exemple, si le lot est séparé de la rue par une emprise de chemin de fer, bien, on va calculer la ligne entre le lot et l'emprise de chemin de fer comme si c'était adjacent à la rue. Dans la majorité des cas, il faudrait qu'il y ait un 60 mètres en milieu rural ou un 15 mètres en milieu urbain. La modification du règlement de lotissement n'est pas non plus un règlement qui est susceptible d'approbation référendaire. Donc, le calendrier va comme suit. Le 8 juillet dernier, il y a eu l'adoption du premier projet. Aujourd'hui, on fait l'assemblée publique de consultation. Plus tard, il pourrait y avoir l'adoption du règlement et une entrée en vigueur est prévue le 20 septembre. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle par rapport au projet qui vient d'être proposé aux modifications? Non. Alors, comme pour les autres propositions, ça sera déplacé en séance publique un petit peu plus tard ce soir et ça met fin à nos assemblées de consultation. Merci beaucoup, Christophe. Merci. Ça en était une longue. Alors, on va pouvoir passer juste le temps d'échanger nos interlocuteurs à la séance publique. Ça sera pas très long.
Bonsoir, désolé du petit délai. On avait des assemblées de consultation qui se sont étirées un petit peu. Alors, Samuel Ramzioul, mairesse suppléante en remplacement de Mme Dallaire pour votre assemblée publique du 12 août. Alors, pour l'adoption de l'ordre du jour, on a quelques modifications. Mme Tousignan. Oui, donc des ajouts en affaires générales en 6.4, l'autorisation de signature d'un protocole d'entente pour la réservation de 2 terrains sur la rue Perrault-Est. En 6.5, l'autorisation de signature d'une entente de partenariat avec le Centre intégré de santé et services sociaux concernant la bibliothèque. Dans les correspondances, une demande d'autorisation d'événement du Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Ensuite, dans les procédures administratives, au niveau de la gestion documentaire, l'adoption d'un plan de classification, d'une politique de gestion documentaire, et également le dépôt de la décision de la Commission municipale du Québec. Et finalement, dans la section des règlements, suite aux assemblées de consultation publique qui ont eu lieu là, juste avant la séance, les règlements 1320, 1321 et 1322. Merci beaucoup. Un proposeur appuyeur pour l'ordre du jour modifié? J'en fais la proposition, Sylvie Surgeon. Et je l'appuie, Sébastien Côté. Merci beaucoup. On a en point 2 l'approbation du procès-verbal de la séance du 22 juillet dernier. Alors, ceux qui étaient présents, Oui, je propose l'adoption. Louis Dallaire. Et je l'appuie, Sébastien Côté. Merci beaucoup. On a peu de suivi des dossiers politiques cette semaine, mais je voulais quand même faire un petit clin d'œil, comme il y a eu la clôture des Jeux olympiques hier à notre Rouyn-Norandienne, Olivia Barry, qui a été présente pour deux compétitions, je vais dire ça comme ça. Donc, qui est terminé 44e à la course sur route et 20e à l'épreuve contre la montre en cyclisme. On l'a déjà publié sur nos réseaux sociaux, mais je tenais quand même à le répéter. Tout Rouyn-Noranda est très, très fier. J'ai vu beaucoup de clubs sportifs souligner leur fierté par rapport à Olivia qui est déjà passée auprès de ces organisations-là. Donc, on félicite tous ceux qui ont été près d'Olivia dans son parcours, dans son cheminement, que ce soit des organisations sportives, de la famille qui a su l'appuyer. Là, on est toutes très, très fiers. Puis, il y a des petites démarches qui ont été initiées avec elle là, pour une signature de livre d'or et autres là, qui viendra un peu plus tard cette année à Rouyn-Noranda. Alors, ça valait la peine d'être souligné. C'est le seul point que j'avais en suivi des dossiers politiques. Alors, on serait déjà au point 4, demande des citoyens. Alors, je vous demande de vous approcher au micro, nommer votre nom et votre adresse et vous pouvez poser votre question. Mon nom, c'est Marc Sauvé, au 3051 rue du Platine, à Noranda-Nord. Je peux peut-être juste vous dire, monsieur, votre dossier est en dérogation mineure. Vous allez pouvoir vous prononcer lorsqu'on va le nommer tout à l'heure. C'est un point spécifique à l'ordre du jour. Okay. Fait que je vais vous réinviter à ce moment-là à venir au micro. Ce ne sera pas très long. C'est les premiers points là, à l'ordre du jour. Bonjour, Jacques Laplante. Bonjour. 363 avenue Richard. Je reviens de vacances. J'étais au fait d'Arnfield. Bravo, ça a été un très beau événement, un très bel événement, une belle prestation de M. Beaulieu qui parlait de l'histoire d'Arnfield. D'ailleurs, c'est disponible sur Facebook. Je vous invite à aller le voir parce que c'était super. Merci au comité organisateur surtout. Là. Pardon? Merci au comité organisateur surtout. Oui. Il y avait un petit journal avec les fêtes, là, puis là-dedans, il y avait un article qui m'a accroché un petit peu. De l'histoire, c'était intitulé Amphithéquois. C'est l'histoire de M. Bernier qui a dû se battre un peu avec le ministère des Ressources naturelles. Là, parce que lui, quand il est arrivé à Arnfield, il voulait acheter son terrain, mais à Arnfield, les terrains, c'était tous des bourgs amphithéotiques. Et puis, il a fallu qu'il se batte. Il a commencé ça, il pensait que ça ne serait pas trop long. Ça, il a pris 3 ans pour convaincre les citoyens puis le ministère. Mais c'est rien que pour démontrer. En tout cas, ça m'inspire un peu. C'est peut-être quelqu'un de ma génération aussi, là, qui on était d'une génération où on défend les droits des citoyens. Là. Puis pour moi, je pense que le règlement de circulation, là, c'est une atteinte aux droits des citoyens de Rouyn-Noranda. Là, je reviens encore sur ce sujet-là du règlement de circulation. Je lisais mon résumé que j'ai fait à la rencontre du 8 août. C'est très, très, très court. Là. On a retenu juste que
J'avais mentionné qu'il y avait un panneau de trop qui avait été oublié sur la rue Rayleigh, Richard. Mais mon intervention était beaucoup plus longue que ça. J'aurais aimé ça qu'on en parle un peu plus, parce que moi, ce que je disais dans mon intervention, c'est que le ministère me confirmait que le règlement pour les rangs Sawyer puis le rang des Cyprès, le rang des Cyprès à Baudry, le rang Sawyer à Cloutier, il me confirmait que quelqu'un qui partait de Rouen et qui allait faire une livraison là, quand il tombait le deuxième panneau, il est interdit, d'après le règlement, d'y aller. Mais il n'y a personne qui va y dire qu'il est interdit. Le règlement le rend, il le rend coupable. Il rend, on appelle ça, pas récidiviste, mais... En contravention? C'est ça. Comment? En contravention. En contravention. Vous avez bien en contravention, mais il ne sait pas. Le ministère m'a répondu, il n'y a pas de problème, parce qu'ils ont juste à faire le tour par la route 101, puis il peut y avoir accès là, par la route 101, ils vont rencontrer un panneau. Moi, j'avais mentionné que ce règlement-là, c'était une erreur que le ministère faisait, puis le ministère, il vous a amené à le faire pareil. Je ne sais pas, je voudrais bien avoir une réponse à un moment donné. Est-ce que la Ville considère que c'est normal de rendre des citoyens en contravention par un règlement, alors qu'ils ne savent même pas? Je pense qu'il faudrait apporter une correction. Les citoyens ou les transporteurs? L'autre chose que je voulais... M. Laplante? Pardon? Les citoyens, vous parlez, ou les transports lourds? Les citoyens, les conducteurs, les livreurs, okay. Même un simple petit livreur qui vient livrer un camion avec... vient vous livrer votre frigidaire ou votre poêle, là, il est en contravention quand il arrive au deuxième panneau. Puis il n'y a pas rien que ça à Baudry, parce que dans le quartier La Vallée, il y en a un deuxième panneau aussi, là, qui n'est pas sur les cartes, mais quelqu'un qui arrive là, il est en contravention par rapport au règlement. L'autre chose que je voulais souligner, c'est que aussi, par rapport à Arnfield, on a des travaux de pavage actuellement. En fin de semaine, ils ont commencé ça vendredi, samedi, dimanche. Je pense qu'ils continuent encore. Des centaines de camions. Des centaines de camions qui transportent du bitume avec des 5 essieux, 6 essieux. Ils ne peuvent pas passer sur le viaduc, qui font le contour par la voie de contournement. Bon, on parle des changements climatiques, là. On parle des gaz à effet de serre. On développe des petits projets, des fois. Arrêtez votre voiture 5 minutes pour économiser les gaz à effet de serre. Prenez votre bicyclette pour aller au dépanneur. Mais, hey, on fait faire au moins 30 km supplémentaires là, par véhicule pour se rendre, pour aller chercher... Peux-tu vous arrêter une seconde? Vous dites que vous aimeriez mieux qu'ils passent sur la Gamble, ces sangs-là? C'est ça que vous dites? Non, je dis que c'est mieux qu'ils passent, c'est sur le boulevard Rideau, et qu'ils prennent l'avenue Québec. L'avenue Québec est ouverte au trafic lourd. Ils passent dans le parc industriel. C'est là qu'il y a Ils passent au centre-ville quand même. Non. Ils passent pas au centre-ville, ils passent sur le viaduc, au viaduc qui tourne sur l'avenue Québec. On ne passe pas dans les commerces, là. On passe sur l'avenue Québec, on traverse sur le boulevard industriel qui est fait pour du trafic lourd. L'avenue Québec est à 2 voies. Là. C'est fait pour le transport lourd. Bien plus sécuritaire que tous ces camions-là viennent passer par la voie de contournement sur la rue La Rivière, en avant de tout le Maxi, pas le Maxi, mais le Tigre géant, les concessionnaires d'auto, l'école qui est là. Bien plus sécuritaire de passer sur l'avenue Québec que de passer sur l'avenue La Rivière. Ça n'a pas été vérifié, mais moi, j'en ai fait des études de sécurité. Ma nièce, elle a eu un accident sur le boulevard de la rue La Rivière. Là. Elle sortait du Kia automobile, et puis elle tournait pour s'en tourner chez eux à gauche. Elle regarde à droite, elle regarde à gauche, pas de char, elle s'enligne, il y a un char qui dépasse à droite sur le double voie. S'il y avait eu une voie, un allée centrale, une voie de virage à gauche dans les deux sens, au centre, il n'y aurait pas eu d'accident. Bien plus dangereux. Ces quatre voies-là, il est bien plus dangereux que de passer sur l'avenue Québec. En tout cas, c'était pour vous dire ça, que là, il y a eu des centaines de camions qui ont passé. Puis,
il y en a, on ne peut pas se l'imaginer, mais tout le gravier qui vient de Baudry puis qui est nécessaire du côté de Noranda, il est obligé de passer la voie de contournement. On crée pour les résidents ici des coûts additionnels. C'est ça que je dis, que les citoyens sont pénalisés par ça. On crée des coûts additionnels, c'est moins sécuritaire parce qu'on les envoie passer sur la rue de la Rivière qui est moins adaptée à ça. Et puis, ça crée des gaz à effet de serre. Je pense qu'il faut être cohérent. On va continuer à taper clou. J'espère qu'à un moment donné, on pourra arriver à un règlement qui est conforme partout au Québec. On n'a pas d'autre place au Québec. Pas d'autre place, même au Canada, je pense. On n'a pas fait toutes les provinces et Canada. Là. Je l'ai fait bien aux États-Unis aussi. Qui a un règlement aussi restrictif que ça. En plus d'avoir une voie de contournement, on a une voie de contournement qui est faite pour contourner tout le trafic de transit. Et puis nous autres, on leur permet de rentrer les 4 essieux et plus. Puis là, on se ramasse avec des camions en ville. Parce qu'on n'a pas de place à les arrêter. On peut les arrêter. Juste la seule place qui est interdite, c'est sous les viaducs 400 mètres. Il faudrait mettre une police là 24 heures par jour pour arrêter les contrevenants. Les gens locaux le savent, ils le feront pas. Mais ça pénalise la livraison des services. Ça pénalise nos coûts de livraison de marchandises. Parce que les gens doivent faire des détours recommandables. IGA, à l'autre bord, là, ça coûte plus cher d'emporter les aliments au IGA, l'autre bord du viaduc, parce qu'ils doivent faire le tour complètement. C'est 30 km de plus, puis c'est des heures supplémentaires. Puis là, ces gens-là, ben, ils voient des gens qui arrivent de l'extérieur, puis qui passent, puis il n'y a pas de problème, parce que c'est pas applicable. Mettons une loi qui est applicable, mettons un règlement qui est applicable, c'est ça qu'on demande. Merci. Merci, M. Laplante. C'est noté. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires dans la salle, d'autres questions? Parfait. Alors, on va pouvoir passer aux dérogations mineures. Est-ce que, M. Côté, vous êtes disponible pour les faire? Oui, comme j'ai dit l'autre fois, c'est pas moi qui vais les appuyer. Je vais les présenter cette fois-là. Merci. Donc, au point 5.1.1, au 3589 rang des Cyprès, présenté par M. Alain-Francis Rose, un avis favorable du CCU relativement à la subdivision des actuels lots 4 381 404 et 4 382 387. Tu peux faire les deux favorables, peut-être? Parfait. Au 5.1.2, 51 rue Perrault-Est, présenté par Mme Kim Jason Vigneault. Un avis favorable du CCU relativement à l'installation du revêtement extérieur de type acier Harry Wood. Donc, j'en fais la proposition. Pour les deux, est-ce qu'il y a un appuyeur? Et je l'appuie, Cédric Laplante. Est-ce qu'il y avait des commentaires dans la salle, pardon, pour les deux dérogations favorables? Non. Alors, appuyé par M. Laplante. Merci beaucoup. Et la troisième dérogation? Donc, au point 5.1.3, au 3151 rue du Platine, présenté par M. Marc Sauvé, un avis défavorable du CCU relativement à la construction d'un bâtiment accessoire. Des commentaires dans la salle, ce serait le moment, M. Sauvé. Bon, OK. En partant, depuis le début, ce dossier-là, c'est ça, c'est... on me présente ça comme si c'était la pire chose à faire, puis tatati tatata. La propriété se trouve en milieu urbain. Parce que en milieu urbain, là, je trouve ça loin un peu à 6 km de la ville. 6 km de la ville dans un développement pas mal en retrait. Je vois pas qu'est-ce que ça peut déranger là-dessus. Ça devrait être un quartier plutôt rural. Ça, c'est un avis en cours qui est pas mal discutable, tant qu'à moi. Le terrain est petit. Les dimensions du garage respectent les normes. C'est ça. Moi, je me suis fié à ce qui m'a été donné. J'ai pris le pourcentage qui était là-dessus. Ça respecte les normes. Je ne suis pas tout seul à avoir un terrain de ces dimensions-là. Il y en a d'autres qui ont implanté le garage avec les mêmes dimensions que je veux faire. Fait que ce point-là, encore là,
très peu de végétation sur le terrain qui viendrait dissimuler le bâtiment. Il n'y a aucun garage dans mon développement, pratiquement, que le garage est dissimulé. Je ne verrais pas pourquoi que je ferais commencer à dissimuler quelque chose comme si c'était « faut pas qu'on voie ça ». Parce qu'il ne faut pas qu'on voie ça, OK. Là, on va dire, les compagnies ont le droit. Il y en a un direct sur le Cap de Roche à la sortie du carrefour giratoire en Noranda-Nord. Il était à la vue de tout le monde, là. Puis l'heure de pointe, là, là, il y en a du monde qui le voit, puis pas à peu près. Puis là, on va venir me dire que moi, je vais l'installer en arrière dans ma cour, agencé à la maison toute, mais ça passe pas parce que c'est en arche. Mais quand c'est une compagnie, par exemple, ça, c'est correct. Puis la compagnie en question, j'en ai vu dans mon coin, en Noranda-Nord. Il y a un dôme drette là, la maison est drette là. Lui, là, le gars, là, à tous les jours, là, c'est ça qu'il y a dans la face, là. Et pourtant, ça passe. Fait que c'est ça. Je risque de créer un précédent, pas de bâtiment en forme d'arche dans le secteur. Peut-être pas dans mon secteur, mais comme j'en reviens à dire, celui-là, le carrefour giratoire, il est pas mal évident. Fait que je trouve pas ça juste ben, là, la façon que c'est présenté, là, puis la façon de faire, je trouve pas ça loyal ben. Fait que là-dessus... Bien, c'est sûr que nous, si je peux donner des éléments de réponse, là, les bâtiments en forme d'arche sont autorisés dans les secteurs effectivement plus industriels, là. Quand c'est des secteurs résidentiels, la forme d'arche est effectivement proscrite. Puis on le voyait un petit peu avec les règlements de zonage tantôt, là, il y a vraiment des usages puis des règlements typiques à des zones. Donc, quand on s'adresse à une zone qui est typiquement résidentielle, là, ça, c'est proscrit. Quand on parle qu'il y a un écran d'intimité qui est exigé, c'est, par exemple, dans certaines dérogations mineures, on va accepter un usage particulier avec des conditions particulières si ça convient vraiment, mais dans le cas d'un zonage commercial ou industriel, bien, l'usage est déjà permis pour le bâtiment en forme d'arche. C'est pour ça qu'il n'y a pas nécessairement un besoin de le dissimuler. L'usage, il est permis pour du commercial industriel. Oui, bien, mon point là-dedans, là, c'est que là, vu que c'est un particulier, on y interdit. Il faut si, admettons, là, il l'arrête, il faudrait qu'il le dissimule. C'est ça qui ne marche pas. Bien, dans ce cas-ci, la recommandation est tout simplement défavorable dans le sens où dans les zones résidentielles, c'est pas autorisé. Puis on ne voit pas dans le projet actuel l'utilité ou le besoin d'autoriser de favoriser cette dérogation-là. Ça, même le fait que j'ai mes voisins autour qui sont d'accord avec ça, si on signé la dérogation, on va passer par là-dessus. M. Sauvé, comme dit Mme Ramsey, pour l'instant, au CCU, c'est pas la première fois qu'on refuse en zone urbaine résidentielle un garage en forme de dôme. On a accepté par le passé au niveau rural. Puis souvent, on a demandé une bande végétale où on s'assure des fois que c'est pas visible. C'est vrai que vos voisins ont probablement donné l'accord, mais pour l'instant, dans nos règlements, c'est refusé. Est-ce qu'un jour, ça sera regardé, ça sera peut-être à analyser, mais pour l'instant, le règlement ne le permet pas. Et le CCU a refusé plusieurs garages en forme d'arche ou de dôme au niveau résidentiel, au niveau de Rouyn-Noranda. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires de la part des élus? Ça l'allait? Alors, je prendrais une recommandation. Pas une recommandation, excusez-moi, un proposeur en appuyant. J'en fais la proposition. Sébastien Côté. J'ai l'appui, Guillaume Beaulieu. Merci. Alors, on pourrait passer au point 5.2 pour les projets de particuliers de construction, modification ou occupation d'un immeuble, les PPC-MOI. Oui. Monsieur Côté. Donc, au point 5.2.1, une adoption de la résolution concernant l'aménagement d'un 6 logements dans le bâtiment situé au 2154-2156 de l'avenue Granada.
Et vous en faites la J'en proposition? fais la proposition. OK. Je l'appuie, Stéphane Girard. Merci, messieurs. On sera au point 6, Affaires générales. Alors, Monsieur Chevalier. Oui, Madame Ramzioul. Donc, cette semaine, la liste du personnel engagé se résume à une personne, donc un réserviste du côté des travaux publics. Par la suite, embauche de Mme Amélie Fournier au poste d'agente à la billetterie et à l'accueil. On va poursuivre avec les nominations. Donc, la première, Mme Catherine Contissa au poste de préventionniste pompière, ainsi que M. Maxime Groslot, préventionniste pompier. Proposeur appuyeur pour la gestion du personnel. J'en fais la proposition, Stéphane Girard. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci. On poursuit avec les octrois de contrat. Le premier, acquisition de matériaux granulaires MG20 hors contrat, contrat octroyé de gré à Construction Le Miro Incorporé, au montant de 60 484,83 taxes incluses. Équipement pour entretien ménager à Sogitex Incorporé, au montant de 52 515,98 taxes incluses, étant la plus basse conforme. Audit externe des états financiers 2024 à 2028 à MNP, Société en SEN-CARL, ça va être moins compliqué comme ça, au montant de 774 885,51 $, taxes incluses, étant la seule reçue et conforme et ayant obtenu le plus haut pointage final. Finalement, fourniture et installation d'un drain de fondation au centre communautaire de Montbéliard à Construction Rivard Incorporée, au montant de 194 085,87 $, taxes incluses, étant la seule reçue et conforme. Merci. Pour les octrois de contrat, un appuyeur, proposeur appuyeur. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Sébastien Côté. Merci. On poursuit avec les autorisations de signature des baux et actes de reconnaissance volontaire. Le premier au 20 rue Pronovo et le deuxième au 30 rue Pronovo. Deux situés près de l'aéroport, donc proposeur appuyeur. On fait la proposition, Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Si, il reste deux petits éléments. Par la suite, autorisation de signature d'un protocole d'entente avec 9152-6046 Québec Inc., Carrefour Santé Les Sources, pour la réservation des lots 3 962 601 et 3 962 602 au cadastre du Québec. C'est situé sur la rue Père-Ouest. Et finalement, autorisation de signature de l'entente de partenariat entre le CISAT et la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda. Pour ces deux items, J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Louis Dallaire. merci beaucoup. On est maintenant au sujet des membres du Conseil. Alors, on avait M. Côté qui voulait souligner un événement. Oui, j'aimerais prendre un peu de temps pour remercier le comité organisateur de Cisco en Lumière pour cette réussite au niveau achalandage, mais au niveau variété et spectacle qui nous a été offert. Donc, un gros merci au comité organisateur, mais aussi à tous les bénévoles. Une belle petite pensée, déjà été bénévole pour eux au groupe GECO qui s'occupait de l'entretien du terrain là, avec les 55 000 personnes qui ont passé sur le site. Chapeau pour toute cette organisation-là. Donc, merci beaucoup à Cisco en Lumière là, pour cet événement. Puis, gros merci pour Brian Adams. Là, il me semble que ça nous a ramené des beaux petits souvenirs d'une certaine période. Merci, oui. Merci beaucoup. Et il y a aussi... pas si longtemps que ça. On pourrait mettre au défi les citoyens quand même de participer à la collecte de matières résiduelles avec le GECO. Je cherche toujours des bénévoles à toutes les années, moi aussi, pour l'avoir fait quelques années. C'est une expérience qui marque l'esprit quand même. Monsieur Dallaire aussi qui voulait faire une intervention. Oui, aujourd'hui, on est le 12 août. Le 12 août, on achète un livre québécois. J'ai acheté 2 livres québécois de personnes originaires ou restant Rouyn-Noranda et je voulais vous les partager dans le fond. Puis je vais faire un petit tirage après, mon ami M. Côté. Pourriez-vous tirer 2 petits noms là-dedans? Donc, un des quotidiens nomades de Jocelyne Béhic et Jean-René Chenard. Jean-René Chenard qui a travaillé à l'UQAC ici longtemps comme chercheur, il a écrit plusieurs livres.
Alors, c'est des gens qui se sont promenés un peu partout, en bateau, en 4 roues, en auto, dans le monde. Et ce livre-là, il est écrit principalement par Jocelyne Béhic parce qu'il est au féminin. Et là, Jean-René Chenard a accepté. Donc, Angèle, c'est pour toi ce livre-là. Le deuxième étant Antoine Charbonneau-Demers, Roman sans rien. Antoine est originaire de Rouyn-Noranda, il habite à Montréal maintenant. C'est son 4e roman. Et on se souvient qu'en 2016, il a remporté le prix Robert Clich pour le premier roman. Et c'était Coco. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est vraiment extraordinaire. Donc, c'est un peu ça. Même si on est le 12 et il est trop tard parce que les librairies sont fermées à cette heure-ci, vous avez le droit encore toute la semaine d'aller acheter un livre québécois dans nos librairies à Rouyn-Noranda. Pas besoin de commander sur Internet. Il y a des gens qui vont vous suggérer plein de belles lectures. Et celui-là, c'est Cédric qui le gagne. Quelle belle idée. Voilà. Merci. Merci, M. Dallaire. J'ai validé le reste des votes. Là, la firme confirme la validité du tirage. C'est excellent. Moi-même, j'allais faire un petit tour aussi aujourd'hui pour en acheter quelques-uns. Et en commander d'autres. Il y en a plein qui étaient en réimpression d'auteurs de la région. Oui, tout à fait. Mais ça on a part des trop maisons vite. d'édition d'ailleurs d'ici, puis c'est ça, le premier de M. Chénard, c'est Michel Gosselin, éditeur, qui est rendu dans une quinzaine de livres publiés déjà en 2 ans et demi. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres sujets des membres du Conseil. On est donc rendu au point 8, correspondance. Il y avait une seule correspondance reçue. C'était une demande d'autorisation d'événement pour l'événement Shutdown qui est demandé par le Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Donc, on parle ici de fermeture de rue le 21, 22, 23, 29, 30 et 31 août en soirée avec consommation d'alcool, diffusion sonore. Alors, pour autoriser cet événement, ça me prendrait un proposeur et un appuyeur. J'en fais la proposition. Cédric Laplante. Je l'appuie. Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup, messieurs. En 9 affaires politiques, on a aussi seulement un petit point pour un dossier de la Commission de protection du territoire agricole. Donc, M. Beaulieu, je vous laisserai en faire lecture. Oui, alors donc une demande présentée par M. Gérald Lemay pour aliéner une partie du lot 4 976 631 du Cadastre du Québec, boulevard Rideau, donc quartier Relais. Alors, le comité, au niveau du consultatif agricole, avait émis là, une recommandation qui est défavorable. Par contre, après en avoir discuté au conseil municipal, dans le fond, le conseil souhaitait aller de l'avant, donc il allait là, pour un avis favorable à cette demande-là. Alors, je ne sais pas si... donc, avis favorable pour le projet. Vous en faites la proposition? J'en fais la proposition. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci beaucoup. On serait donc rendu en point 10, procédure administrative. Oui, donc une autorisation de signature d'un acte de servitude d'empiètement aérien concernant un avant-toit en faveur de la propriété située au 785-787 avenue La-Rivière. Proposeur appuyeur. J'en fais la proposition, Stéphane Girard. Je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci. Ensuite, concernant la résolution 2020-62, donc il s'agit de modifier le montant de l'emprunt au fonds de roulement pour l'autorécureuse à plancher pour l'entretien ménager. Donc, initialement estimé à 12 000 c'est finalement 14 284,52 qui était nécessaire. Quelqu'un pour l'autorécureuse? J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci beaucoup. On est juste 7, hein? Ça prend... ça revient vite. Ensuite, ratification d'ordre de changement émis dans le cadre de différents chantiers pour la période du 1er avril au 30 juin. Donc, les membres du Conseil, vous approuvez un contrat qui est octroyé par... Dans certains contrats, il arrive qu'il y a des dépassements de coûts. Donc, le responsable de chantier peut autoriser la dépense, mais par contre, ça doit être ratifié par le Conseil par la suite. Proposeur. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon.
Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci. Ensuite, donc, au niveau de la gestion documentaire, la Ville avait un plan de classification, comme c'est obligatoire là, pour l'ensemble des organismes publics. Par contre, celui-ci datait du début des années 2000 et il a été souhaité là, de le revamper, donc de le remettre un petit peu au goût du jour. Donc, il s'agit d'adopter un nouveau plan de classification pour toute la gestion des archives municipales pour permettre une meilleure classification des dossiers. Et également, la loi sur les archives prévoit que les organisations publiques doivent être dotées d'une politique de gestion documentaire. Donc, on vient compléter notre obligation avec l'adoption de cette politique. Proposeur. En fait la proposition, Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci, messieurs. Et finalement, au point 10.5, aucune résolution n'est requise. Par contre, la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités prévoit que suite soit à, par exemple, la démission d'un conseiller municipal ou encore une décision de la Commission municipale du Québec qui viendrait mettre fin à un mandat d'un conseiller municipal, l'obligation pour la Ville de déposer à la séance qui suit la décision celle-ci. Donc, on doit procéder au dépôt concernant M. Benjamin Tremblay en raison de son absence prolongée là, pour des raisons personnelles. Donc, la Commission municipale du Québec a déterminé que son mandat a pris fin. La Ville devra donc tenir des élections partielles. Les dates ne sont pas encore connues officiellement. Ça sera diffusé là, prochainement. Par contre, la loi prévoit qu'on doit avoir fixé la date de l'élection partielle au plus tard 30 jours après le dépôt au conseil municipal. Donc, d'ici la mi-septembre, là, cette date-là sera connue. Mais on parle aux environs de novembre, là, qui serait une date qui serait ciblée pour la tenue de cette élection partielle. Donc, c'est un dépôt seulement, mais je pense que le conseil se joignait quand même à moi pour... c'est une décision qui a été rendue publique il y a environ une semaine et demie. Le conseil de quartier a été avisé, les membres du conseil de quartier de Cadillac et de McWatters ont été avisés là, du départ de M. Tremblay, de la décision de la commission municipale. C'est une décision qui nous a beaucoup surprises, qui nous a aussi assez déçus. On croyait être tout en ordre pour que M. Tremblay puisse poursuivre son mandat malgré ses ennuis de santé, ce que la commission municipale n'a pas jugé de la même manière que nous. Là, en fait, on perd un collègue. On est assez déçus de la décision qui a été rendue. Puis c'est avec un peu d'amertume qu'on fait ce dépôt-là là, de la décision de la commission municipale. Puis on va c'est sûr, suite à ça... comme disait Mme Tousignan, initier tout le processus d'élection partielle, mais on souhaitait quand même donner notre merci et notre au revoir à M. Tremblay et lui souhaiter aussi prompt rétablissement. Là, on sait qu'il y a eu des meilleures nouvelles dernièrement concernant son état de santé, mais on trouve bien déplorable la décision qui a été rendue dans le contexte actuel. Alors voilà. Pas de recommandation des conseils de quartier en point 11. En point 12, on a une approbation des comptes au montant total de 10 684 886, excusez, il y a beaucoup de 8 puis de 6, et 88. Donc, quelqu'un pour approuver les comptes. J'en fais la proposition. Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Louis Dallaire. Merci. Et on est aux avis de motion. On en a deux avec des sous-catégories. Madame Tousignan? Oui, donc en 13.1, un règlement qui décrète la réalisation de travaux de pavage et bordure des rues du Platine et du Nickel pour un montant total de 1 262 000 duquel la Ville absorbera un montant de 500 000 à même son excédent de fonctionnement non affecté et un montant de 762 000 remboursable par les propriétaires des terrains en bordure de ces rues. Les propriétaires ont été rencontrés là, lors d'une séance d'information, sont au courant, pourront suivre le processus là, normal pour un règlement d'emprunt, mais on tenait à mentionner que les gens sont au courant de cette démarche que la Ville fait. Également, en 13.2, deux règlements concernant les unités d'habitation accessoires isolées. Donc, on vient modifier le règlement de zonage 2015-844 pour ajouter une définition du terme unité d'habitation accessoire isolée, donc qui pourrait être des logements dans un bâtiment autre qu'un bâtiment principal, selon certaines conditions. Et également, en lien avec ce règlement-là, un règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, les PIA,
pour les unités d'habitation accessoires isolées pour s'assurer là, que ces projets-là puissent être réalisés, mais selon certains paramètres. Alors, quelqu'un pour les deux avis de motion? Je fais l'avis de motion. Je donne l'avis de motion, Sylvie Turgeon. Merci. Dans le fond, ça vient s'ajouter là, sur les unités d'habitation accessoires. Ça vient s'ajouter à la première proposition qu'on avait là, qui va venir en règlement, là, mais sur l'intergénérationnel. Dans ce cas-ci, on parle vraiment d'unités d'habitation détachées de la maison et qui n'est pas nécessairement que pour quelqu'un avec un lien de parenté. Là. Donc, on essaie de diversifier l'offre de logements alternatifs. Ça fait partie du même... d'un éventail de possibilités, là, finalement. Alors, pour les règlements, on en a quelques-uns là, suite aux assemblées de consultation. Je vous laisse... Oui, aller. donc, suite aux avis de motion, en 14.1, le projet de règlement d'emprunt concernant le secteur des rues du platine et du nickel. Ensuite, les projets de règlement sur les unités d'habitation accessoires isolées, le règlement de zonage et le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Ensuite, suite à un avis de motion qui avait été donné en juin dernier, l'adoption du règlement 2024-1312 portant sur la citation du presbytère Saint-Michel-Archange et du monument du Sacré-Cœur comme immeubles et objets patrimoniaux, tout près de l'hôtel de ville ici, le coin du Portage. Ensuite, adoption du règlement 2024-1313 sur la citation de l'ensemble paroissial Blessed Sacrament comme immeuble patrimonial dans le secteur de la 10e rue. Suite aux assemblées publiques de consultation, donc l'adoption des règlements de concordance, règlement 2024-1316 qui modifie le plan d'urbanisme, 1317 qui modifie le règlement de zonage 2015-844, un projet de règlement qui n'était pas soumis à la consultation publique, mais qui est quand même nécessaire en lien avec les modifications au schéma, donc le règlement 2024-1318 qui modifie le règlement sur l'émission des permis et certificats afin d'assurer également la concordance au plan et au schéma. Ensuite, suite à un avis de motion qui a été donné en juillet dernier, le règlement 2024-1323 qui modifie le règlement sur la tarification globale pour augmenter les frais aéroportuaires à partir du 1er septembre 2024. Et suite aux assemblées de consultation, donc l'adoption du règlement 1320 concernant le règlement de lotissement, le 1321 sur la démolition d'immeubles afin d'exempter les bâtiments sinistrés non patrimoniaux, et finalement, l'adoption du second projet 1322 concernant les lieux de retour pour la consigne élargie. Wow! Proposeur Pierre pour l'ensemble de ces règlements. J'en fais la proposition. Sébastien Côté. Merci. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup. On en serait déjà à la période de questions allouée aux journalistes après la séance. Parfait. Et maintenant, la levée de la séance. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci beaucoup. Laissez tomber.